À l'aube du XXe siècle, les puissances européennes semblent avoir atteint un équilibre diplomatique. En 1907, le Royaume-Uni et l'Empire russe, anciens rivaux en Asie centrale, concluent un accord qui semble mettre fin à un siècle de confrontation indirecte. C'est la clôture supposée du grand jeu, cette longue lutte d'influence entre les deux empires pour le contrôle des zones charnières entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Mais cette paix n'est qu'apparente. Derrière les proclamations diplomatiques, les réflexes hérités de cette rivalité continuent de structurer les pensées stratégiques, les actions militaires et les ambitions impériales, notamment vis-à-vis du Moyen-Orient. En quoi le grand jeu du XIXe siècle continue-t-il à façonner, en 1914, la vision britannique du Moyen-Orient et les choix politiques de ses dirigeants? Pour répondre à cette interrogation, nous verrons d'abord les origines et logiques du grand jeu, avant d'examiner ses principaux foyers de tensions stratégiques, les transformations politiques du début du XXe siècle, et enfin l'héritage géopolitique durable de ce conflit impérial. Le terme grand jeu désigne de manière rétrospective la rivalité géopolitique entre l'Empire britannique et l'Empire russe pour le contrôle de l'Asie centrale, une région perçue comme stratégique car située entre les possessions russes au nord et l'Inde britannique au sud. L'expression fut popularisée par le roman Kim de Rudyard Kipling, mais elle renvoie à une réalité politique concrète. Dès le début du XIXe siècle, les dirigeants britanniques sont convaincus que toute avancée russe vers le sud représente une menace directe pour l'Inde, considérée comme le cœur de leur empire colonial. Inversement, la Russie cherche un accès aux mers chaudes et voit dans les Balkans, la Perse, l'Afghanistan ou la mer d'Oman des débouchés potentiels. L'Empire britannique, tout en se prétendant défenseur de l'équilibre, mène en réalité une politique d'expansion préventive. Il soutient des régimes faibles, Perse, Empire ottoman, contre les ambitions russes, y impose des missions diplomatiques et des traités inégaux, et tisse un réseau de protectorats. Le Moyen-Orient devient ainsi une zone tampon, une sorte de glacis stratégique destinée à protéger les possessions britanniques contre toute poussée russe. En cela, la diplomatie britannique est autant offensive que défensive. Le grand jeu est aussi un produit culturel. Des figures comme Arthur Connolly, qui aurait forgé l'expression, ou Georges Curzon, vice-roi des Indes, définissent l'espace asiatique comme un échiquier mondial. Pour Curzon, les peuples de l'Asie sont des pièces sur un échiquier, et l'enjeu est la domination du monde. Cette représentation simplifiée du monde, où les peuples autochtones sont privés de toute autonomie, justifie une politique d'intervention permanente. Elle est relayée par la littérature, notamment Kim, où la géopolitique devient une aventure coloniale romancée. Parmi les points stratégiques majeurs figure le détroit des Dardanelles. Si la Russie parvenait à contrôler Constantinople, elle disposerait d'un accès direct à la Méditerranée, remettant en cause la suprématie navale britannique. L'Empire ottoman, affaibli mais encore debout, devient ainsi l'objet d'une protection intéressée. Londres ne soutient pas Istanbul pour des raisons morales, mais pour éviter qu'il ne tombe sous l'influence russe. La mer Noire et la mer Égée deviennent alors des champs de surveillance stratégiques. L'Afghanistan constitue un verrou géographique et politique. Plusieurs guerres y opposent les Britanniques aux populations locales, à chaque fois pour empêcher une éventuelle alliance avec la Russie. Le pays devient un terrain d'affrontement indirect. L'Himalaya, enfin, symbolise une barrière naturelle que les Britanniques cherchent à contrôler par des alliances avec le Népal, le Bhoutan ou le Tibet. Le grand jeu atteint ici une intensité maximale, où les cartes géographiques se superposent aux récits idéologiques. Cette rivalité prend la forme d'une guerre froide avant l'heure, pas de confrontation directe entre les deux empires, mais une lutte d'influence constante, par agents interposés, diplomates, espions ou commerçants. Les alliances locales, les soulèvements encouragés, la propagande ou le contrôle des routes commerciales sont autant de vecteurs de puissance. Ce mode opératoire annonce les méthodes de la guerre froide du XXe siècle, influence sans invasion, diplomatie coercitive, compétition indirecte. En 1907, les deux empires signent un accord visant à stabiliser leur zone d'influence. La Perse est divisée en 3 zones, britannique au sud-est, russe au nord et neutre au centre. Le Tibet est déclaré neutre, tandis que l'Afghanistan reste sous influence britannique. Ce traité marque une volonté de coopération face à un ennemi commun, l'Allemagne. Il permet l'intégration de la Russie dans la triple entente. Mais cette entente reste superficielle. Sur le terrain, les diplomates et officiers britanniques conservent leur ancienne méfiance. Formés à la peur de la Russie, ils interprètent chaque mouvement comme une provocation. David Fromkin souligne que cette divergence entre les ordres venus de Londres et les perceptions locales génère des tensions constantes. L'accord est donc appliqué de manière ambivalente. Les élites politiques veulent la paix, mais les agents coloniaux continuent à mener le grand jeu comme si rien n'avait changé. Avec le déclin de l'Empire ottoman, les puissances européennes préparent son remplacement. Le Moyen-Orient devient un espace vide à dominer. L'idée de mission civilisatrice, héritée du XIXe siècle, justifie cette entreprise. La géopolitique l'emporte sur les considérations locales.
Peu d'attention est accordée aux dynamiques sociales, aux identités ethniques ou aux aspirations nationales. Le terrain est vu comme un espace géométrique à découper. Les traités de la Première Guerre mondiale prolongent les logiques du grand jeu. L'accord Sykes-Picot, 1916, qui prévoit le partage de la région entre la France et le Royaume-Uni, est fondé sur les anciens réflexes, contrôle des routes, des ports, des ressources. La déclaration Balfour, 1917, en promettant un foyer juif en Palestine sans consulter les populations arabes, témoigne de cette absence de concertation locale. L'impérialisme continue sous d'autres formes. Le grand jeu annonce les pratiques de la guerre froide, zone d'influence, guerre par procuration, encerclement idéologique. L'Asie centrale et le Moyen-Orient deviennent à nouveau des théâtres de confrontation indirecte, entre les États-Unis et l'URSS cette fois-ci. Le souvenir du grand jeu façonne encore la pensée stratégique, notamment en Afghanistan, théâtre d'intervention soviétique puis américaine. Depuis les années 1990, de nombreux analystes parlent d'un nouveau grand jeu. La Russie, la Chine, les États-Unis et l'Iran cherchent à contrôler l'Asie centrale pour ses ressources énergétiques et ses axes de communication. La rivalité prend désormais une forme économique et énergétique. Pipeline, gazoduc, route commerciale, initiative Belt and Road de la Chine. Mais les logiques restent similaires. Domination indirecte, compétition silencieuse, absence de concertation locale. Le chapitre 2 de David Fromkin met en lumière un paradoxe fondamental. Alors que le grand jeu semble officiellement terminé en 1907, ces logiques perdurent dans les esprits, les pratiques diplomatiques et les choix stratégiques. En retraçant cette histoire, Fromkin nous rappelle que les cartes du Moyen-Orient ont été dessinées non par les peuples qui y vivent, mais par des puissances extérieures guidées par des intérêts impériaux. La pensée géopolitique britannique, forgée dans la crainte de l'ennemi russe, ne disparaît pas avec les traités, mais se transforme, se transmet et ressurgit à chaque crise régionale. Comprendre l'héritage du grand jeu, c'est donc comprendre la logique qui a conduit à la fragmentation du Moyen-Orient, à l'ingérence continue des puissances extérieures, et aux conflits contemporains dont les racines plongent dans le passé impérial européen. Ce n'est qu'en déconstruisant cette mémoire stratégique que l'on pourra peut-être envisager un avenir différent pour cette région stratégique du monde. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!